Ils incarnent la plus grande révolution musicale de tous les temps. Les Beatles ont transformé et modifié toute la scène britannique, pas seulement du point de vue musical. Ils étaient un vrai phénomène culturel. C'était le groupe le plus extraordinaire au monde. Personne ne peut toucher aux Beatles. Personne. Mais derrière le look bien propre des Fab Four se cache un monde de débauche sexuelle et de créativité sous effet de drogue. Durant des soirées entières, des gens, la bouche pâteuse, tenaient des discussions sans fin en pouvant à peine articuler ou en se vomissant dessus. Je me souviens d'un soir où ils sont venus chez moi et m'ont dit « Tu te rends compte, tous les quatre on a sauté la même fille ». L'histoire est complexe, mêlée d'intrigues politiques et de manipulations. Mais il fallait faire en sorte que le monde ignore cet envers du décor. On s'attendait, et ce n'était pas une exagération, à ce que quelqu'un tire sur John Lennon lors d'un concert. Les Beatles étaient au top. Et pourtant, après seulement 3 ans de tournée, ce groupe star de la pop commence à se disloquer. Aujourd'hui, ceux qui cherchent à recréer leur histoire n'ont souvent pas accès à la musique écrite et chantée par les Beatles. Chaque détail de leur image est contrôlé par la compagnie qu'ils ont eux-mêmes créée pour contrôler leur univers. Voici l'histoire jamais racontée d'un phénomène culturel, les secrets bien gardés des 4 idoles. Liverpool, 1956. Le rock'n'roll américain débarque. Un ado se change en Teddy Boy. Il est fou de son idole, Elvis Presley. Presque tous voulaient être chanteurs ou jouer la guitare après avoir vu Elvis. Je veux dire qu'Elvis a littéralement changé le paysage musical. Et pour les Beatles, c'était pareil. Ils voulaient ressembler à Elvis et voir les filles hurler dès qu'ils apparaissaient, comme c'était le cas pour Elvis. Pour John Lennon, alors âgé de 15 ans, le rêve commence. Inspiré par Elvis, il forme son propre groupe au lycée. Je ne me rendais pas vraiment compte que John était différent. Pour moi, il était comme tous les Teddy Boys locaux. Mais on préférait l'éviter car il était source d'ennui. À la fête paroissiale de Walton en juillet 1957, le groupe de Lennon, les Quarrymen, rencontre une autre pop star en herbe. Paul McCartney, 15 ans, impressionne déjà. Il a pris une guitare et leur a montré comment jouer certains accords, parce que John avait appris les accords sur un banjo, pas sur une guitare. Et lorsque Paul s'est mis à écrire les paroles de certaines chansons, John et les Quarrymen furent conquis. Le suivant à intégrer les Quarrymen est George. George Harrison rencontre Paul McCartney dans le bus 86 qui les emmène à la même école. Ils discutent ensemble. George a 15 ans et voudrait faire partie du groupe, mais John Lennon, qui en a maintenant 18, est réticent. John considérait George comme un gamin. Il ne voulait rien savoir. Il ne voulait pas de ce gosse dans son groupe. Il lui a fallu un certain temps pour se laisser convaincre que George était suffisamment bon pour en faire partie. John Lennon rencontre le 4e Beatle à l'école des Beaux-Arts de Liverpool. À 18 ans, Stuart Sutcliffe est l'un des étudiants les plus talentueux de l'école et John se lie d'amitié avec lui. Ils partagent un studio et l'amour de l'art. À la fin des années 50, l'association musicale la plus célèbre des temps modernes est en place. Mais leurs débuts ne sont pas de très bon augure. Les tout nouveaux Beatles arpentent les clubs de Liverpool à la recherche d'une petite prestation dans les concerts locaux. Mais ils n'ont pas un sou. Et tout ce qu'ils obtiennent, c'est de décorer les toilettes du club Jacaranda dont le propriétaire est Alan Williams.
Je vais vous raconter une anecdote sur Paul McCartney, qui est maintenant milliardaire. Il se disputait avec John Lennon parce que ça coûtait un penny de plus pour avoir de la confiture sur un toast. Il n'en manque pas maintenant de la confiture, ce salaud. D'ailleurs, il me doit toujours 15 livres. Ça doit l'empêcher de dormir. Comme ils avaient du temps devant eux, les Beatles, encore malléables, font la connaissance du poète du rythme Royston Ellis. Cet habitant raffiné du Sud les initie aux habitudes en vogue. Malgré l'image parfaite que donneront d'eux-mêmes ces 4 futures idoles, les drogues dures viendront définir l'histoire des Beatles. Et c'est là que tout commence. Et je leur avais expliqué comment on prenait son pied à Londres. Les gens achetaient des sprays pour le nez chez le pharmacien, puis ils ouvraient l'embout en plastique, arrachaient les parois intérieures et les mâchaient. Ils atteignaient le nirvana. Je ne sais pas s'ils aimaient ça ou non, mais ce fut leur première expérience avec la drogue. Liverpool, 1960. Les Beatles semblent être sur le point de percer sérieusement pour la première fois. Un producteur du coin, Alan Williams, a envoyé des bandes à Hambourg. Il pense pouvoir leur obtenir un concert en Allemagne, mais le problème, c'est leur musique. J'avais déjà un groupe là-bas, les Howie Kazay, qui m'avait écrit ceci. Est-ce que tu es tombé sur la tête? Tu as déjà un bon groupe à Hambourg et tu vas nous envoyer ce groupe de bons à rien, les Beatles? Tu vas tout foutre en l'air ici. Un enregistrement pirate de 1960 nous offre l'un des rares aperçus des bases branlantes sur lesquelles les Beatles ont démarré. Malgré les mises en garde, les Beatles obtiennent un job auprès d'Alan Williams. Le batteur, Pete Best, vient compléter le groupe d'ados et c'est là que commence leur initiation au monde du sexe, de la drogue et du rock'n'roll. Hambourg, août 1960. Le premier concert des Beatles au Club Indra n'est pas un franc succès. Quand les Beatles sont arrivés, je me suis dit, pas mal les garçons, mais leur musique... Il fallait le sens du folk blues. Il l'avait et je l'avais. Et le sens du rythme. Mais pour le rock'n'roll, au début, on ne valait pas un clou. Les Beatles atterrissent dans un des coins les plus rudes d'Europe. Ils vivent et travaillent dans le célèbre quartier chaud d'Hambourg. On y trouve tout, sexe et vie nocturne, en supposant que le sexe soit ce que cherche un homme pour sa vie nocturne. Ils côtoient un monde de souteneurs, de prostituées, de gangsters et de nightclubs glauques. Les gars faisaient voler les chaises et s'envoyaient les bouteilles de bière à la figure. Les serveurs étaient de gros costauds, et quand un fauteur de troubles se retrouvait par terre, inconscient, ils lui donnaient des coups de pied. Les jeunes Beatles apprennent là un certain style de vie. Ce n'étaient que de jeunes garçons qui n'étaient même pas allés jusqu'à l'île de Man en vacances. Alors, aller à Hambourg, pourquoi pas? Et là, ils se sont retrouvés dans ce Wild West. Ils vivent au Bambino, où ils ont une chambre sordide derrière l'écran d'un cinéma de quartier. C'est pour le moins un rude départ.
Klaus Voormann, ami proche des Beatles à Hambourg, a bien sûr un regard unique sur la vie de patachon que menait le groupe à l'époque. Il fixera cette image pour la postérité dans son atelier grouillant d'artistes. Ils étaient obligés de se laver dans les toilettes des hommes. Quand ils se réveillaient et qu'ils voulaient se rafraîchir, il était donc fréquent qu'un homme soit en train d'uriner à côté d'eux. Tony Sheridan, le rocker anglais le plus célèbre d'Hambourg, partage une chambre et quelques mauvaises habitudes avec les garçons. On n'avait pas beaucoup de fringues, mais on allait les piquer. Il y avait un magasin CA en bas de la rue, et les Beatles et moi, on allait piquer des chaussettes, des sous-vêtements, des trucs comme ça. À l'époque, c'était plus facile de voler. Tout le monde s'en foutait. Vous rentriez, vous ressortiez avec des fringues sans problème. Les Beatles vivent la plus belle époque de leur vie. Mais les gars de Liverpool doivent en faire un peu plus que de chaparder dans les magasins s'ils veulent vivre le rêve du rock'n'roll à Hambourg. En 1960, les Beatles donnent leur premier concert à Hambourg dans le quartier chaud. Malgré leur manque d'argent, le groupe doit garder une certaine image. Ils avaient des vestes de cuir noir, des pantalons moulants noirs et des chaussures pointues. Ils étaient tout en noir et avaient la même coupe de cheveux qu'Elvis, les mèches et la banane. Moi, je trouvais leur look épatant. Les Beatles jouent nuit après nuit, parfois 6 heures d'affilée. Il reste peu de temps pour des repas réguliers et pour le sommeil. La seule manière de tenir le coup, c'est la drogue. Aujourd'hui, 2 pilules, c'est comme sniffer de la cocaïne. Du coup, ils pouvaient picoler, prendre plus de plaisir et se donner à fond. Vous savez, ça permettait d'être éveillé toute la nuit, de rester actif et de discuter. Je crois que chaque soir, presque tout le monde était stone. Gonflés à bloc par la drogue et l'alcool, les Beatles mettent le feu sur scène. Et au fil des heures, leur musique s'améliore. Le talent, soit on découvre qu'on l'a, soit qu'on ne l'a pas. On découvre qu'on a quelque chose dans le ventre ou pas. Eh bien, eux, ils ont très vite découvert qu'ils l'avaient. Ils étaient tout le temps collés ensemble à parler musique. J'avais remarqué que les filles en étaient dingues. Et je crois que quand un groupe a les filles aux fesses, c'est déjà la moitié du succès assuré. Ils vivent sur le fil du rasoir. Le sexe et encore le sexe figurent en bonne place au programme, qu'il s'agisse des Beatles ou d'autres groupes anglais établis dans le quartier chaud d'Hambourg. Bien sûr, il y avait ces filles qu'on a ensuite appelées les groupies. Et ils n'avaient que l'embarras du choix pour, je ne sais pas si je peux dire ça devant la caméra, pour une pipe ou autre chose. Horst Fascher, ancien boxeur, est alors garde du corps pour de jeunes groupes anglais à Hambourg. Il sera donc très vite dans la confidence des premiers secrets des Beatles. Je me souviens d'une nuit où ils sont venus me voir pour me dire « Horst, tu te rends compte ? On a signé un autographe et on a tous les 4 fait l'amour à une seule fille. » Je crois que les filles leur montraient comment faire avec leur engin. Tous les groupes qui débarquaient à Hambourg finissaient par avoir la vérole, ou comme on disait, la chaude-pisse. Ils venaient tous me voir pour me dire « Alan, je crois que j'ai quelque chose au pénis. » Alors chaque fois je disais « Va pisser dans un verre ». Je regardais ensuite le verre et s'il y avait comme des brins de blé, je leur conseillais d'aller au dispensaire spécialisé en sperme. Mais l'offre proposée aux jeunes rockers anglais ne s'arrête pas aux filles. Le Monica Bar est un club de travestis bien connu à Hambourg.
Pour certains musiciens anglais, le Monica est un autre genre d'expérience. Une nuit, Monica m'a appelé et m'a dit « Viens voir, il y a un de tes gars dans le bésodrome. » Alors j'ai demandé qui c'était. Elle m'a répondu un des Beatles. Alors comme je voulais jeter un coup d'œil, elle m'a conseillé de regarder discrètement. Alors j'ai attrapé le rideau et je l'ai tiré d'un coup. Et j'ai vu John en pleine action avec un de ses travestis. Il était très gêné. Il essayait de se cacher le sexe. Mais je lui ai dit « John, t'en fais pas mon vieux. Je suis passé par tout ça avant toi. » Pour John Lennon, Hambourg représente la liberté par rapport aux normes sexuelles de la bourgeoisie de Liverpool où il a grandi. Il aimait la compagnie de tous ceux qui n'étaient pas comme tout le monde. Du moment qu'on était un peu spécial, un peu bizarre, ça allait parce que lui-même se considérait comme un marginal. John Lennon dira plus tard « C'est à Hambourg qu'on a grandi ». Mais cette nouvelle liberté, dans un endroit où tout est permis, met en avant le côté sombre de sa personnalité qui deviendra la caractéristique du membre fondateur des Beatles. Pour moi, il avait vraiment tout du rocker. Il avait l'air dangereux. On a du mal à s'imaginer, mais ce gars avait l'air dangereux à l'époque. Il dégageait comme une agressivité contenue. Le dynamisme de Lennon sur scène draine les foules dans les clubs rock d'Hambourg et ensemble, les Beatles dégagent un charisme qui les fait remarquer. La personnalité de Paul, un peu diva comme il l'est toujours aujourd'hui, me faisait croire qu'il était homo. Et je l'ai cru pendant des mois. Je me disais que je ne devais pas le laisser me toucher. La première fois que je l'ai vu dans la boîte de striptease où je jouais, il avait des sourcils comme dessinés au crayon de maquillage. Et je me suis dit, ça c'est pas normal. Mais George était si jeune, il n'avait que 17 ans. Et le plus incroyable, c'est qu'il était plus mûr que les autres membres du groupe. Ils formaient vraiment un trio formidable. Mais les Beatles ne sont pas 3, ils sont 5. Souvent oubliés dans la légende, qu'allaient devenir les 4 garçons? Il y avait au départ le meilleur ami de Lennon, Stuart Sutcliffe, et le batteur Pete Best. Pete était taciturne. Il s'asseyait dans un coin et ne parlait pas. C'était presque impossible de communiquer avec lui. Quand j'essayais de l'interroger, c'était très difficile d'obtenir des réponses. En fait, il avait une personnalité très différente des autres. Alors que les Beatles commencent à prendre leur marque à Hambourg, la place de Stuart Sutcliffe dans le groupe est dans la balance. J'avais remarqué plusieurs fois que Paul et George jetaient des coups d'œil furieux à Stuart. Probablement, ou sûrement, il avait encore joué faux. Il savait à peine jouer, en fait. Il était sur scène, mais c'est Paul qui menait le jeu. Lui, il n'était même pas raccordé. En décembre 1960, le concert des Beatles à Hambourg tourne court. George Harrison, âgé de 17 ans, est reconduit à la frontière pour avoir travaillé en dessous de l'âge légal et sans permis de travail. Paul et Pete sont accusés d'incendie volontaire pour avoir mis le feu à un préservatif dans leur piaule. Ils sont arrêtés, mis en prison pour la nuit et éjectés d'Allemagne le lendemain. Amputés de la moitié de leur groupe, Lennon et Stuart rentrent également en Angleterre. Pour Stuart Sutcliffe, l'histoire s'arrête ici. Le cœur n'y est plus et il se retire du groupe. Un an après, ce pionnier du groupe, qui allait devenir le plus célèbre du siècle, a rendez-vous avec la mort. Stuart est terrassé à 21 ans par une hémorragie cérébrale.
De retour chez eux, il est évident que rien n'est plus pareil pour les jeunes rockers de Liverpool. Il était clair qu'ils avaient fait leur baptême du feu. Soudain, ils étaient un groupe capable de faire se dresser les cheveux sur la tête des gens. Ils étaient habillés de cuir noir et ils avaient ce rythme atomique créé par Pete Best aux percussions. Un producteur local, Sam Leach, assiste à un de leurs concerts à Humberton. Il est littéralement sous le charme. Je leur ai dit, vous savez quoi les gars, un jour vous serez aussi célèbre qu'Elvis. Lennon m'a regardé, comme si j'étais débile, et il a dit à Paul, « Hé Paul, il y a un taré ici ». Paul a ri, puis il a dit, « Ouais, mais il a du boulot pour nous, pas vrai, monsieur Leach ? Et j'ai beaucoup de respect pour vous. » En janvier 1961, les Beatles jouent dans un endroit qui va changer le cours de leur histoire, au Cavern Club de Liverpool. Leur succès est immédiat. Ils étaient différents des autres groupes. Ils avaient un son fantastique, les gamins les adoraient. Le Cavern Club était transformé dès que les Beatles apparaissaient. Et au Cavern Club, les Beatles vont faire une rencontre qui va changer leur vie. Brian Epstein, fils aîné d'une famille juive bourgeoise et respectable, est directeur du plus grand magasin de disques de Liverpool. Il est toujours à la recherche de nouveaux talents. Le 9 novembre 1961, Brian Epstein, qui avait entendu parler de ce groupe venu d'Allemagne, se rend au Cavern Club pour la première fois. Epstein a un assistant chez NEMS, Alistair Taylor. Nous sommes entrés, après avoir payé notre place, je ne sais plus combien. Brian et moi, on se sentait pas très à l'aise car on était en costume. Je crois même qu'il avait son attaché case. On s'est assis tout derrière, assez embarrassés, on était entourés de gamins. Brian m'a demandé « Qu'est-ce que t'en penses ?» J'ai répondu « Ils ont quelque chose ». Et il m'a dit « C'est aussi ce que je pense ». Dans les semaines qui suivent, les Beatles signent auprès de Brian Epstein. Et c'est pour eux un grand pas en avant. Ils le respectaient pour son côté sophistiqué, son élégance. Il appartenait clairement à une classe sociale plus élevée. Pour Epstein, il n'y a qu'une grande star parmi les Beatles. En tant qu'homosexuel non affirmé, Brian est fasciné par la puissance que dégage John Lennon. Il n'était pas simplement homo. Ses préférences sexuelles allaient au-delà du fait d'être gay, si vous voyez ce que je veux dire. Comme on dit maintenant, il aimait l'amour vache. Brian Epstein était réellement subjugué par la force et la puissance qui se dégageaient de la personnalité de John Lennon. Tant qu'on ne l'avait pas vu, on ne pouvait pas imaginer le réel charisme de John Lennon. Il y avait comme une puissante aura autour de John, c'était vraiment fascinant. Conscient des tendances de son manager, Lennon ne décourage pas l'attrait d'Epstein pour autant. Bien sûr que John Lennon le savait. John n'était pas contre le fait de s'en servir, de s'assurer le partenariat avec Brian, puisqu'il était le manager. En juillet 1962, Brian obtient pour le groupe un premier enregistrement chez EMI. Mais il y a un prix à payer. Pete Best, le batteur qui avait aidé son groupe à gravir les premiers échelons difficiles, est laissé sur le carreau la veille de leur premier enregistrement. John a dit que c'était la chose la plus honteuse qu'ils aient jamais faite. C'était scandaleux. Il ne l'acceptait pas car il s'entendait bien avec Pete Best. Pete Best est remplacé par Ringo Starr. Malgré le sentiment de culpabilité, John Lennon sait bien que l'extraordinaire personnalité de Ringo Starr s'inscrit mieux dans la direction que le groupe est en train de suivre. J'ai demandé à John quelle était la vraie différence entre Ringo Starr et Pete Best. Il m'a fait cette réponse toute courte. Pete Best était un bon batteur, Ringo Starr est un bon Beatle. Avec l'équipe définitive en place et un enregistrement à l'horizon, il ne reste qu'une seule chose à faire. Il est temps pour Brian Epstein de chasser l'image de rocker des Beatles et de polir leur représentation.
Il les a emmenés à l'Empire voir les Shadows. À la fin du concert, ils saluaient. Alors Brian leur a dit « Voilà ce qu'il faut faire, saluer à la fin ». John Lennon était furieux. Saluer le public, quelle horreur. Paul, lui, trouvait l'idée très bonne. La mise en scène, c'était son truc. Ensuite, les vêtements. Alors j'imagine Brian leur annonçant « Allez les gars, on va vous acheter des costumes ». « Quoi ? Mais on ne veut pas de costumes. »« Si, vous faites ce que je vous dis, c'est très important. » Et voilà, ils ont enfilé les costumes en se moquant. « Hé, t'as l'air ringard !» Mais je suis sûr qu'ils n'aimaient pas trop ça, mais ils voulaient le succès. Il est loin le temps des Beatles rockers purs et durs et des 400 coups à Hambourg. Pour nous, ils avaient vendu leur âme au diable quand ils ont commencé à avoir l'air clean, à se pomponner. Ça n'avait plus aucun rapport avec leur look débraillé, la cigarette au bec. Et vous savez, à cette époque, on n'était pas très propre non plus. À ce moment-là, ils ont perdu leur authenticité, leur côté rock. Ils ont perdu ce que j'aimais et j'ai toujours maintenu que personne n'a jamais vu les Beatles comme moi je les ai vus. Ils n'ont plus jamais eu ce côté sauvage. Les Beatles sont devenus irréprochables, mais leur nouvelle attitude, corrigée au profit de la gloire, les entraîne dans un monde d'infidélité, de traîtrise et de magouille qui va bouleverser leur vie. Les Beatles New Look ont maintenant le succès à portée de la main. Mais au-delà de leurs rêves, leur univers devient celui des intrigues politico-sexuelles. Au printemps 1963, le groupe sort 2 tubes, Please Please Me et From Me to You, une ascension incroyablement rapide. Il venait de devenir numéro 1 et il répondait à une interview. Et je me souviens particulièrement de Ringo à qui on demandait où il se voyait dans un an. Alors il avait répondu « Eh bien j'espère avoir gagné assez d'argent pour ouvrir un salon de coiffure. » C'est dingue. Cet été-là, l'Angleterre vit au rythme de l'affaire Profumo et de la grande attaque du Glasgow-Londres. La même année, les Beatles font en Angleterre la plus grosse vente de singles et d'albums. La Beatlemania est née. Tony Barrow, attaché de presse des Beatles, est responsable de la protection de leur image. C'est un travail facile. Quand on donne quelque chose aux journalistes, ils donnent en retour. Si vous leur donniez une info sur les Beatles, ils écrivaient sur les Beatles. Parce que de toute façon, un article sur les Beatles faisait vendre des journaux. Ils ne farfouillaient pas plus loin si vous ne leur en donniez pas l'occasion. Bien qu'aucune information scandaleuse n'ait jamais vraiment filtré à l'époque, certains secrets bien gardés sur les Beatles tendent à refaire surface ces dernières années. Parfois, un des gars venait nous trouver et disait « Voilà, j'ai été un peu loin. » Alors on répondait « Bon, donne-moi le nom de la fille et son adresse. » C'était la politique de Brian Epstein. Quand quelqu'un voulait introduire une plainte contre les Beatles, souvent d'ordre sexuel, mais pas toujours, ça pouvait aussi avoir un caractère personnel, eh bien, il fallait les payer. J'en ai donné des chèques. Non, ils ne venaient pas de ma bourse. Non, c'était l'argent de Nems. Oui, on leur faisait signer un papier sur lequel ils s'engageaient à ne jamais, au grand jamais, parler de ce qui s'était passé. Mais les femmes qui revendiquent un des Beatles pour la paternité de leur enfant ne demandent pas toutes de l'argent. Assez étonnamment, certains enfants nés d'un père Beatles demeuraient un secret bien gardé. Il existe à Liverpool un petit cercle de femmes qui ont eu une aventure, parfois juste une nuit, avec un ou plusieurs Beatles. Certaines ont eu des enfants d'eux,
mais elles n'en ont jamais parlé. Les femmes qui sont encore en vie, et qui sont dans le cas, sont fières d'avoir eu un enfant des Beatles. Et elles sont plutôt reconnaissantes aux Beatles de leur avoir donné un enfant. Les magouilles en coulisses n'empêchent pas les Beatles de fonder de vraies relations. John Lennon fréquente Cynthia Powell depuis 1958. En été 1962, Cynthia découvre qu'elle est enceinte. John décide de l'épouser. Mais pour Cynthia Lennon, obligée de vivre de faux fuyants, ce mariage et cette grossesse précoce tournent au cauchemar. Cynthia était toujours dans l'ombre. Elle a toujours été mise sur le côté, entre autres parce que c'était la volonté de Brian Epstein. Il voulait faire des Beatles le plus grand groupe du monde, et il pensait que si le public découvrait que l'un d'eux était marié, cela ternirait leur image. Du jour au lendemain, Cynthia Lennon devient le secret honteux des Beatles. Pour Brian Epstein, les Beatles ne doivent pas avoir d'épouses ou de petites amies, car ils ont des fans. Il trouvait que si on parlait de leur vie sexuelle, si on révélait ces femmes abandonnées avec leur bébé ou leur mariage, ce serait une très mauvaise publicité auprès de leurs fans. La belle-mère et la belle-sœur de Paul McCartney se rappellent avoir trié des centaines de lettres de fans qui arrivaient chaque jour à la maison à Liverpool. Il y avait des choses étranges. Par exemple, ils envoyaient du chewing-gum en nous demandant de bien vouloir le faire mâcher par Paul et de le renvoyer après, dégoûtant. Ou encore, s'il vous plaît, faites-lui porter ses chaussettes qu'il les mette pour dormir et surtout ne les lavez pas. Mon Dieu. Oh, il y a eu pire. On recevait régulièrement des sous-vêtements féminins. Ah oui, on a eu tout. Vous pouvez pas vous imaginer. Les Beatles sont les petits chouchous du moment. On leur pardonne tout. Ils sont insolents, impolis, mais tout le monde adore les 4 garçons de Liverpool. On avait l'habitude d'accuser Brian et moi, surtout Brian. Mais moi aussi, car j'étais chargé de leur faire comprendre ce qu'ils pouvaient dire ou non lors des conférences de presse. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus stupide ? I'd just like to say the same as the others. Thanks for the Purple Hearts. Silver. Oh, yeah. Sorry about that, Harold. Au début, personne ne pouvait croire qu'ils étaient vraiment si drôles, qu'ils avaient le sens de la répartie. Mais c'était bien vrai. Mais alors que le plus emblématique des Beatles, John Lennon, plaisante avec le Premier ministre Harold Wilson, la vie de sa femme secrète n'est pas drôle tous les jours. Lorsque Cynthia Lennon met au monde Julian, en avril 1963, il faudra une semaine à John avant de venir rendre visite à son épouse et à son fils à la maternité. Et il ne traîne pas à l'hôpital. Peu après sa visite éclair, il part pour Barcelone avec son manager. Ses brèves vacances avec Brian Epstein, quelques jours à peine après la naissance de son fils, continuent de poser questions sur la nature de la relation entre la star et son manager. Sachant très bien que Brian est amoureux de lui à une époque où l'homosexualité est interdite en Grande-Bretagne, Lennon espère-t-il aller plus loin ? Personnellement, je crois qu'il ne s'est rien passé. Mais évidemment, d'un autre côté, on sait que John Lennon était un aventurier du sexe. Il aurait fait n'importe quoi. Et il ne refusait rien. Il était prêt à tout. Alors, qu'a-t-il essayé à Barcelone, au nom du plaisir et du grand frisson ? Nul ne sait. Protégé par le secret qui entoure son mariage et sa paternité, John Lennon continue à mener une vie sexuelle intrépide. Alors que la célébrité des Beatles ne cesse de croître, Lennon reste en contact avec son vieil ami, Royston Ellis. J'étais persuadé que John Lennon était bisexuel. Il était curieux, toujours prêt à expérimenter de nouvelles choses. Si vous me demandez si j'ai eu une aventure avec lui, je vous dirais oui, mais avec une fille entre nous deux. En août 1963, Lennon retrouve son ami en tournée à Guernsey.
J'ai emmené John dans l'appartement où je vivais avec une fille et on a passé la nuit à 3. Il n'y avait pas que le sexe en cause. J'avais écrit un poème que John aimait bien. Voici l'une des strophes. Je voudrais faire l'amour dans des draps de cuir noir et rouler à moto entre tes cuisses. On n'avait pas de draps de cuir noir, on a dû se contenter de draps synthétiques et d'huile de peau noire. Début 1964, les Beatles ont fait toute l'Europe et il est temps de penser à dépasser le continent. Le 7 février, le groupe s'envole pour l'Amérique. Cynthia Lennon, mise à l'écart depuis 18 mois, est finalement autorisée à accompagner son mari en tournée. On ne réalise souvent pas la préparation que ce voyage a demandé. Brian Epstein ne veut rien laisser au hasard dans la conquête du Nouveau Monde. Lorsque l'organisateur de concerts américain, Sid Bernstein, contacte Brian Epstein, début 63, il se voit refuser son offre par le manager des Beatles. J'ai appelé Brian. Il a répondu au téléphone avec son accent anglais le plus parfait. Je lui ai dit « Monsieur Epstein, je voudrais beaucoup présenter vos garçons, votre groupe, en Amérique. » Et il m'a répondu « C'est du suicide. » Brian Epstein sait que leur premier hit doit devancer l'arrivée du groupe en Amérique pour garantir le succès de la tournée transatlantique. Je lui ai proposé 8 semaines de délai. Il m'a répondu que c'était beaucoup trop tôt, qu'il viendrait quand on les entendra à la radio et qu'il ne jouait pas dans une salle vide. On est tombé d'accord sur 1 an. Mais il a précisé que s'ils ne passaient pas sur antenne pour octobre 63, ils auraient le droit d'annuler. Brian s'est inquiété pour rien. Le 1er février 1964, I Want to Hold Your Hand est numéro 1 aux États-Unis. Dans les 2 mois, les Beatles détiennent le top 5 du hit parade américain. La Beatlemania vient de toucher les États-Unis. No ACAC reached this invading plane arriving at New York City's Kennedy Airport, but the pandemonium created by the 3,000 teenagers on hand to greet the sortie of Britain's bristling Beatles is something one might expect from a collision of planets. Le réalisateur, Albert Maysels, accompagne les 4 garçons pendant toute leur première tournée aux États-Unis. L'Amérique avait besoin de surmonter le moral. John Kennedy venait d'être assassiné, c'était une période noire. Et ces gars-là étaient jeunes, pleins de vie et innocents. Ils étaient en pleine ascension pour arriver à la célébrité mondiale. C'était merveilleux. Le 9 février 1964, les Beatles se produisent dans l'émission télé Ed Sullivan Show. L'Amérique entière retient son souffle. 72 millions de téléspectateurs ont regardé l'émission ce soir-là. C'était du jamais vu. Et ça ne s'est jamais reproduit. Les gens de ma génération se souviennent toujours de ce qu'ils faisaient et d'où ils étaient quand ils ont appris l'assassinat de Kennedy. Là-bas, ils vous racontent 10 000 fois ce qu'ils faisaient et où ils étaient quand ils ont vu les Beatles dans le Ed Sullivan Show. Fin 1964, moins de 2 ans après leur premier hit en Angleterre, les Beatles sont au sommet. Ils jouent dans un stade rempli de dizaines de milliers de fans hystériques. À ces énormes concerts, des fans surgissaient subitement de la foule. Et eux, ils s'arrêtaient en pleine annonce et ils disaient « Hé, regardez là-bas, il y a un gars maîtrisé par un policier. » Ils entraient à fond dans l'ambiance et c'est ce que les jeunes adoraient. Mais ce qui n'est pas une plaisanterie, c'est que les Beatles sont obligés de vivre dans l'ombre de leur célébrité, de mener une vie secrète bien gardée.
Ils ne pouvaient pas aller au magasin du coin acheter un paquet de cigarettes à l'époque de la Beatlemania, car ils auraient été lynchés. En fait, ils ne pouvaient rien faire. Ils n'aimaient pas être consignés comme des prisonniers, même s'ils bénéficiaient du confort 5 étoiles. Ils n'ont jamais pu faire le moindre tourisme. Larry Kane, journaliste radio, voyage beaucoup avec les Beatles et partage avec eux de nombreux moments secrets. L'un des gros problèmes en tournée, c'est qu'il n'y avait pas de relâche. Ils faisaient environ 25-26 villes en 33 jours. Ils ne connaissaient que l'avion, les hôtels, la limousine qui les emmenait et les ramenait ensuite à l'aéroport. Malgré des millions de jeunes femmes qui assaillent les Beatles, la vie personnelle en tournée est très difficile. Les fans sont interdits dans le camp d'Epstein. Si les garçons voulaient des filles, on leur en amenait. Un gars avait amené 8 ou 9 filles sophistiquées qui avaient l'air de marcher dans la rue pour faire de l'exercice. Il a dit « Messieurs, faites votre choix ». Epstein est sorti de la pièce, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille sur sa vie sexuelle. Je n'avais pas remarqué jusque-là, ou sans doute que je m'en fichais. Et donc, certains ont fait leur choix. Entre 1964 et 1966, les Beatles tournent dans 24 pays et donnent des centaines de concerts partout dans le monde. Ils sont universellement adulés. Mais un événement va changer la situation. Les Beatles vont devoir faire face à la plus grosse maladresse de toute leur carrière. Le 4 mars 1966, paraît un article dans le London Evening, dans lequel John Lennon commet l'erreur de comparer les Beatles à Jésus. Lorsque l'article parvient aux États-Unis le 29 juillet, le texte est perçu comme si John voulait insinuer que les Beatles étaient plus grands que Jésus. Quand ils ont été placardés sur la couverture du Date Book Magazine, une revue américaine pour les jeunes ados, les choses paraissaient tout à fait différentes. C'était comme s'il avait dit « Nous sommes plus importants que toutes les religions du monde ». Les disques des Beatles sont brûlés. Le Ku Klux Klan veut empêcher l'accès aux concerts et des menaces de mort sont proférées. Our fantastic Beatle boycott is still in effect. Don't you forget what the Beatles said. And don't forget to take your Beatle records, your Beatle paraphernalia to any one of our 14 pickup points in Birmingham, Alabama, and turn them in this week if possible. 2 semaines plus tard, les Beatles quittent l'Angleterre pour leur 3e tournée aux États-Unis, tout à fait conscients des dangers potentiels qui les attendent là-bas. Je ne les avais jamais vus aussi effrayés que le jour où ils sont partis pour l'Amérique. On avait l'habitude de les transférer d'un car à un autre et au poste de police près de l'aéroport. Ils étaient terrifiés. Brian Epstein avait menacé d'annuler toute la tournée s'il n'obtenait pas de garantie sur la sécurité des Beatles, au cas où les différentes menaces de mort proférées avant notre arrivée se concrétisaient. Mais tout reposait sur John et sur la manière qu'il aurait de s'expliquer face aux médias. Going out and explaining himself to the media. Well, I suppose the things I said are accurate, but out of context, you know. Would you put them in context? Well, I can't. It was a long time ago, but I just didn't mean what everybody thinks I meant, you know. Je ne crois pas qu'il ait vraiment regretté d'avoir dit la phrase en question. Je crois qu'il pensait surtout qu'il avait été retiré de son contexte. I'm not anti-Christ or anti-religion or anti-God, you know. Après ces longues explications compliquées, un gars qui se tenait derrière une caméra au fond de la pièce a dit « Ok, maintenant allez-vous nous présenter de vraies excuses ?» Completely stumped. But anyway, that's you sorry you said it? I am, yes, you know, even though it's not, I never meant what people think I meant by it. I'm still sorry I opened my mouth. Ces excuses acceptées, les Beatles continuent leur 3e tournée américaine. Mais chaque concert est assombri par la crainte d'une tentative d'assassinat.
we were quite expecting that somebody would take a pot shot at John Lennon on stage. On s'attendait à ce que quelqu'un tire sur John Lennon lors d'un concert, si bien que lorsqu'un spectateur a lancé une fusée de feu d'artifice dont le bruit ressemblait à s'y méprendre à un coup de feu, j'ai regardé John. Et les trois autres Beatles se sont aussi retournés vers lui. Quel soulagement quand on a vu qu'il ne s'écroulait pas. Août 1966. Les Beatles tournent maintenant depuis 3 ans. Mais minés par la peur des attentats et épuisés par leur vie sur la route, ils n'en peuvent plus. Les gars de Liverpool sont pris au piège de la gloire. Ils en avaient ras-le-bol de ces gamines hystériques et hurlantes, car tout cela n'avait plus rien à voir avec leur travail artistique. Cette hystérie collective était tout simplement dérangeante. Ces jeunes n'écoutaient même pas la musique. Et par moments, John était parfois très sarcastique. Il faisait juste « ouh » bouger un peu et le public devenait fou. Alors il disait « oh non, ça recommence ». Les Beatles trouvaient que les concerts étaient la partie la moins artistique, la moins créative de leur vie professionnelle. Et ils voulaient arrêter. À la fin de leur 3e tournée aux États-Unis, les Beatles annoncent qu'ils abandonnent leur vie de nomades et se concentrent à présent sur la production en studio. Dix ans se sont écoulés depuis la première formation du groupe d'adolescents de Liverpool. 6 ans depuis leur premier concert rock'n'roll à Hambourg. Leur retraite en studio correspond à la période la plus créative de leur carrière musicale. Mais elle marque aussi le début de la fin pour le groupe. Klaus Voormann, le vieil ami d'Hambourg, est l'un des seuls à recevoir une invitation de Lennon pour venir écouter leur nouvel album, Revolver. Il m'a dit « Viens au studio, écoutez ce qu'on fait ». On sentait qu'il était fier. J'y suis allé et j'étais perplexe parce que... vous savez, à l'heure actuelle, on écoute ce disque et on se dit « ok ». Mais à l'époque, c'était un événement, un tel changement. Les Beatles ont fait du chemin depuis l'époque de leur groupe rock'n'roll. Lorsque sort le détonnant Sgt. Pepper, cette année-là, c'est l'enthousiasme dans les rangs de la presse. William Mann, qui était critique classique dans les Times, a dédié une demi-page du journal à Sgt. Pepper. On n'arrivait pas à le croire quand on l'a vu. Il y faisait des références à un tel, et même à Mozart. Et on a entendu alors la voix de Lennon s'élever de derrière le journal. « Mais qui c'est ce foutu Shostakovich ?» À la fin des années 60, les Beatles, chapeautés par John Lennon et Paul McCartney, sont déclarés phénomènes musicaux du XXe siècle. C'est une de ces rencontres magiques qui arrivent une fois dans une vie. Rogers et Hammerstein, Fred Astaire et Ginger Rogers, Lennon et McCartney. Ce genre de collaboration n'arrive pas souvent. Aux yeux du monde entier, les Beatles forment un groupe uni par la production d'albums et la signature de nombreux contrats destinés à satisfaire la demande insatiable du public. Mais en coulisses, les tensions commencent à se faire sentir. Dans les années qui vont suivre, George Harrison prouvera à maintes reprises sa grande valeur musicale personnelle. Mais enfermé dans le studio d'enregistrement avec ses compagnons Beatles, cet auteur-compositeur se bat. Il avait demandé à John et à Paul de l'aider un peu pour ses chansons, mais ils étaient très réticents. Ils ne voulaient absolument pas l'aider. John et Paul le gardaient sous contrôle. Ils ne voulaient que leurs chansons à eux, et ils se battaient même à deux pour faire passer chacun leur propre morceau. Il y avait de petites querelles. Même le diplomate Ringo Starr commence à ressentir les pressions. Pendant l'enregistrement de l'album blanc, le batteur des Beatles claque la porte du studio et ne reviendra que 2 semaines plus tard. Les Beatles, qui ne sont plus liés par une vie nomade, commencent à se fractionner. Le niveau de leur musique montait, et leur amitié, la cohésion de leur groupe, déclinait. En réalité, à partir du moment où ils ont arrêté de se produire en concert,
On peut dire que l'esprit nécessaire à la survie du groupe a complètement disparu. D'autres sources d'ennui apparaissent dans le camp des Beatles. Le destin de Brian Epstein a toujours été passé sous silence. Mais le manager est anéanti par la décision du groupe d'arrêter de tourner. De plus, un ancien petit ami lui fait du chantage. Il était complètement perturbé, en grande partie à cause de sa vie privée, qui le rendait très malheureux, je crois. Et puis bien sûr, il faut savoir que l'un de ses boulots les plus positifs avec les Beatles, c'était d'organiser les tournées. Et ça n'existait plus. Tout d'un coup, parti de rien, il avait acquis un pouvoir énorme. Il était devenu un homme très puissant. Et tout aussi, soudainement, son pouvoir était diminué. C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Je pense que c'est ça qu'il ressentait. Et alors que Brian perd son pouvoir, les Beatles perdent le respect qu'ils lui doivent. Ils avaient toujours été assez durs, même cruels avec lui. Il y avait des domaines où ils ne le laissaient rien faire. John pouvait être particulièrement cruel. Souvent, il arrivait comme une furie et s'en prenait à Brian. Et il allait même jusqu'à le faire pleurer. Depuis toujours, John Lennon traite Brian Epstein avec un mélange de respect et de condescendance. Lorsque Brian publie son autobiographie en 1964, Lennon, qui était pourtant un jour parti en vacances avec lui à Barcelone, lui suggère d'appeler son livre « Le Juif pédé ». À la fin de l'année 66, Brian Epstein lâche prise, tant du côté des Beatles que du côté de sa propre existence. Dans l'année qui suit l'interruption des tournées, il tente même de se suizider. Un jour, il m'a téléphoné, il était dans un sale état. Il avait avalé un tas de trucs. Je lui ai donné de l'eau salée. Il l'a bu et il a vomi tout ce qu'il avait ingurgité. Après, ça a été mieux, il était juste un peu groggy. C'est la première fois que je me suis demandé dans quelle galère je m'étais fourré. À mesure que Brian Epstein perd tout contrôle, le fossé s'agrandit entre le manager et son groupe. Ils avaient moins besoin de lui. Je pense que vers la fin, ils essayaient de l'éviter. De toute manière, il était tellement hors circuit que c'était pas difficile pour eux. Ils voulaient se débarrasser des liens du passé. Le 27 août 1967, Brian Epstein meurt d'une overdose de médicaments et d'alcool. Les médecins légistes déclarent la mort accidentelle. Les Beatles pensaient pouvoir faire cavalier seuls, mais la mort de Brian Epstein les laisse désemparés. John, where would you be today without Mr. Epstein? I don't know. Are you driving down to London tonight? Yes, somebody's taking us down here. You heard the news this afternoon, I believe. Yes. And Paul's already gone down. Yes. I see. Quand il a appris la mort de Brian, la première chose qu'il a dite, c'est « Eh bien, on est foutu ». Et il le pensait vraiment. Qui va s'occuper de nos passeports? Qui va faire ci? Qui va faire ça? Qui va réserver nos vols? Ils ne s'occupaient de rien eux-mêmes. Je signais leur traveler chèque à leur place, je falsifiais la signature pour les contrats. Ils ne géraient rien dans leur vie parce que tout était pris en charge. Puis soudain, Brian est mort et alors là... La mort de Brian Epstein marque un tournant pour les Beatles. Les choses commencées avant lui prennent à présent une autre dimension. Les Beatles créent leur propre compagnie, Apple, dans le but de garder le contrôle parfait de tous les aspects de leur vie professionnelle. George and John describe their new venture as a kind of psychedelic Garden of Eden for lovers of hippie gear with all the trappings of beautiful living. Les Beatles avaient cette idée obsessionnelle de concentrer dans un seul endroit tout ce dont ils avaient besoin pour survivre professionnellement, plutôt que de dépendre d'une armée de personnes différentes, éparpillées un peu partout. Ils voulaient gérer un lieu où tout était possible.
En 1968, les Beatles sont devenus des icônes, symboles de modernité dans le monde explosif des 60s. Tandis que le vent hippie balaie l'Amérique, de l'autre côté de l'Atlantique, les Beatles, fidèles à la société qui les a façonnés, fonctionnent à la drogue. Employé au service des Beatles, Brian Barrett fait régulièrement les courses pour les garçons. C'était dans la maison de Paul McCartney à Cavendish. Je ne crois pas que Ringo était là. Il y avait Paul, George, John, bien sûr. Ils m'ont dit, tu n'iras pas nous chercher un colis à Archer Street ? Et je suis donc allé dans cet appartement et je suis revenu avec un paquet de cette taille. Le gars m'a d'abord demandé qui j'étais, ce que je voulais. Je lui ai expliqué, le paquet s'est pointé. Dans la cage d'escalier, je me suis dit, du hash. Ruth McCartney, la demi-sœur de Paul, se rappelle avoir espionné les soirées des Beatles quand elle était enfant. Je me glissais sur le palier et couché sur le ventre, j'espionnais leurs soirées à travers les barreaux de la rampe. J'ai très vite compris de quoi il était question. Dieu merci d'ailleurs, parce que pendant des soirées entières, des gens à la bouche pâteuse tenaient des discussions sans fin en pouvant à peine articuler ou en se vomissant dessus. Et moi, je regardais tout ça en me disant « bah ». Après la création de leur microcosme Apple, les Beatles décident de pousser encore plus loin leurs expériences de vie de pop star. En février 1968, le groupe décide de partir dans le nord de l'Inde avec quelques collaborateurs pour pratiquer la méditation transcendantale, dernière obsession en date. Paul Zaltzman est l'une des rares personnes à avoir suivi les Beatles jusque dans leur ashram. Il en est récompensé avec l'autorisation de prendre un rare cliché du groupe au repos. John, Paul, George et Ringo se trouvaient là avec leurs femmes et Jane Asher. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis dirigé vers eux, je leur ai demandé si je pouvais me joindre à leur groupe. Les Beatles méditaient 2 à 3 heures par jour, Ringo un peu moins. Ils suivaient une sorte d'enseignement privé avec le Maharishi sur le toit plat de son bungalow. C'était une vraie oasis dans leur vie. Qui plus est, une oasis créative. Ils ont en effet écrit 48 chansons pendant les semaines passées là-bas. Les gens prenaient des photos à la dérobée. Alors j'ai demandé à chacun, parce que je ne pouvais pas leur dire « Et les Beatles, est-ce que je peux vous prendre en photo ?» Non, j'ai vraiment demandé à chacun s'ils étaient d'accord pour que je prenne la photo. Mais bien sûr, Paul, vas-y. Mais alors que les Beatles prêchent en Inde l'amour, la paix, l'harmonie, leur vie privée sombre dans le chaos. Et la fin officielle des idylles de 2 d'entre eux aura d'importantes conséquences pour le groupe le plus célèbre du monde. Les Beatles sont des superstars adulés dans le monde entier, mais leur vie privée est loin d'être réjouissante. Paul McCartney et l'actrice Jane Asher avaient commencé à se fréquenter en 1963. C'était le couple symbole des Golden Sixties. En décembre 1967, quelques semaines avant le voyage en Inde, ils se fiancent. Mais l'absence de Jane dans les tournées laisse Paul aux prises avec la vie de célibataire. Quelques mois à peine après ses fiançailles avec Jane, Paul a une aventure avec Francie Schwartz, une jeune américaine bien décidée à faire jouer les Beatles au cinéma. Francie se souvient de la première fois où Paul est arrivé chez elle sans prévenir. Il revenait d'un mariage avec Jane, un mariage dans sa famille. Je l'ai laissé entrer. On est monté par l'escalier, on n'a pas pris l'ascenseur. Et il m'a suivi. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a répondu, c'est le jour des F. Le jour F. On est entré dans le salon. Il s'est assis dans un fauteuil. Je me suis assise sur ses genoux et on s'est embrassés. Avec Paul McCartney comme amant, Francie Schwartz n'est pas au bout de ses surprises. J'ai trouvé une lettre d'amour de Brian Epstein dans l'Aston Martin de Paul McCartney. Mais Francie, c'était quoi cette lettre? C'était une lettre d'amour de Brian à Paul. Il le suppliait.
C'est tout ce que je peux dire. McCartney réserve aussi une surprise pour l'autre femme de sa vie. Lors d'un retour à la maison entre deux tournages, Jane Asher trouve Francie Schwartz dans son lit. Jane quitte Paul. Seulement 3 mois après sa rupture officielle avec Jane, Paul McCartney s'installe avec une nouvelle conquête. Il ne pouvait pas rester sans femme très longtemps. Ça a toujours été comme ça. Ça pouvait être la même pendant des années, comme avec Linda, mais il lui fallait un oiseau au nid. When did you decide to get married, Paul? About a week ago. What prompted it? Paul McCartney épouse Linda Eastman, 7 mois après avoir rompu ses fiançailles avec Jane Asher. How do you feel about it all? You're obviously terribly happy. How are you feeling this morning? Terribly happy. That sounds good enough. Unquote. Une semaine plus tard, le 20 mars 1969, John Lennon épouse Yoko Ono, après avoir mis un terme à 6 années de mariage avec Cynthia. L'introduction de Yoko Ono dans le cercle fermé des Beatles sera un nouvel élément perturbateur dans ce groupe déjà fragilisé. Tout à coup, on a vu apparaître cet oiseau du Japon, tout de noir vêtu, assis par terre dans le studio, au pied de John. That's an expression that's not so intellectualized as words, you know. You know, something like that. People get together and just howl, you know, play, whatever. It's a new direction. John ne faisait rien de rien sans qu'elle soit à ses côtés. Elle était toujours là, au studio aussi, tout le temps. Ça ne se faisait pas. Vous savez, c'était encore l'époque des idées bourgeoises, selon lesquelles on n'emmenait pas sa femme au boulot. George détestait Yoko et ne voulait pas avoir affaire à elle. Et son attitude envers Yoko perturbait John, qui en était très frustré. Et donc, à la fin, John et Yoko ne venaient plus au studio. Sauf si John devait absolument y faire quelque chose. Il était devenu un Beatle à mi-temps. Mais les Beatles ont commencé à se gangréner de l'intérieur bien avant l'arrivée de Yoko Ono. Dès 1969, Apple, ce microcosme parfait dont rêvait le groupe, s'écroule. La compagnie perd 50 000 livres de l'époque par semaine, une somme faramineuse. C'était le chaos chez Apple. Finalement, je les ai réunis et je leur ai dit « Les gars, on ne peut pas continuer comme ça. Toutes ces sorties d'argent, les factures pour les boissons qui font exploser le budget, etc. » Et ils m'ont répondu « Al, tu es barbant. » J'avais l'habitude, chaque fois que j'abordais le sujet, ils me disaient « Al, tu es barbant. » La volonté des Beatles de s'autogérer est un désastre, résultat d'une mauvaise gestion massive, d'un gaspillage inimaginable et d'une indulgence outrancière. Ils couraient droit à la faillite. C'est aussi simple que ça. Je ne raconte pas d'histoire. Certaines personnes avaient des tableaux de maître dans leur bureau. C'était absolument ridicule. Et des meubles anciens. Du mobilier Louis XIV dans un bureau. Une seule issue était encore possible pour les Beatles, un nouveau directeur. Mais au moment de réunir les différentes parties, le groupe se déchire. Paul propose son beau-père, Lee Eastman. John pense alors que Paul essaie de prendre le contrôle de la situation et propose Alan Klein, un avocat new-yorkais impitoyable. Après quelques exercices de persuasion, George et Ringo se rangent du côté de John. Alan Klein est embauché. Il sauvera les garçons de la faillite, mais pour les Beatles, c'est la fin du voyage. En 1970, John et Paul annoncent qu'ils quittent le groupe. Alan Klein avait pour ambition de sauver les Beatles. Et le jour où il a réussi, ils se sont séparés. Quelle histoire. Mais c'est vrai, ils se sont séparés juste à ce moment-là. Paul n'est jamais revenu.
Mais les histoires personnelles des Beatles ne sont pas finies pour autant. Après la séparation, John Lennon fait sa vie à New York avec Yoko Ono. Aux yeux du monde, il représentait le couple céleste parfait. Pourtant, 2 ans après, Yoko Ono en a plus qu'assez. Elle veut faire sortir Lennon de sa vie. Et de manière incroyable, elle demande à May Pang, leur secrétaire, de se charger de John. Elle m'a dit « Mais je dois te parler ». Je l'ai regardée, oui. Elle m'a alors dit ceci. « Tu sais que John et moi, nous ne nous entendons plus. Il a commencé à avoir d'autres relations. » Je lui ai répondu que j'étais vraiment désolée d'entendre ça. Elle a continué. « Ça va aller, tu sais. Il faut qu'il trouve quelqu'un, il a besoin de quelqu'un près de lui, qui s'occupe de lui, qui soit gentil avec lui. Et toi, tu n'as pas de petit ami. Je crois que tu devrais sortir avec lui. » À ce moment, j'ai lâché mon stylo et je lui ai dit « Mais je ne veux pas de ton mari. » May Pang entame toutefois avec John la relation encouragée par Yoko Ono. En 1973, il quitte New York pour s'installer sur une plage de Los Angeles. Cette période de sa vie est connue sous le nom de Lennon Lost Weekend. Elle durera pourtant presque 2 ans, durant lesquels Lennon est heureux et productif. Durant sa relation avec May, John vit avec elle sur la côte californienne. 3 ans se sont écoulés depuis l'amère séparation de son groupe. Et tout en se prélassant avec sa nouvelle maîtresse, il reçoit ses anciens amis à la maison. On a reçu dans notre maison sur la plage Paul McCartney et bien d'autres. McCartney est venu avec sa famille. Il y avait Stella et Mary qui couraient partout. Elles étaient encore petites. Ringo Starr aussi vient passer quelques jours dans la maison côtière. Et là, on oublie toutes les vieilles rancœurs et une possible réunification musicale est même dans l'air. Un jour, John m'a demandé « Tu crois que ce serait une bonne idée de me remettre à écrire avec Paul ?» Et comment vous expliquer ? J'ai eu l'impression que ma tête tournait sur elle-même comme dans L'Exorciste. J'étais tellement abasourdie. Je lui ai répondu « Ce serait génial !» Je crois que personne n'était contre. Ça, c'est une chose. Ils avaient bien sûr des divergences de vues, mais pour moi, Lennon et McCartney étaient comme 2 frères. C'est-à-dire qu'ils entretenaient une relation d'amour et de haine. Pourtant, la réunification des Beatles n'aura pas lieu. En janvier 1975, John Lennon quitte May Pang pour retourner à New York avec sa femme Yoko. C'était une période de confusion. Parce que cet homme qui m'avait tant dit qu'il m'aimait me quittait. Et en même temps, je savais qu'il m'aimait encore. Il ne pouvait s'empêcher de revenir me voir. Larry Kane, qui avait suivi les Beatles dans leur tournée aux États-Unis, a recueilli les propos de John pendant la période troublée qui suit sa relation avec May. Il m'a dit un jour que les années avec May Pang avaient été les plus heureuses de sa vie. Je ne savais pas grand-chose d'elle à l'époque. Il n'y avait d'ailleurs pas grand monde qui la connaissait. On savait qu'ils étaient ensemble, mais la légende de John et Yoko et la manière dont il avait rencontré May sont ressorties après. Après le retour de John auprès de sa femme à New York, tous les projets de collaboration avec son ancien groupe sont abandonnés. Tous les projets de revoir Paul ou de réécrire avec lui sont passés à la trappe. C'était fini. Ils n'ont pas été encouragés. Yoko, je le sais bien, parce que John me l'a raconté, Yoko lui a toujours dit « Tu n'as pas besoin de ça ». Il me l'a dit. Elle avait une grande influence sur John. Et il se pourrait bien qu'elle lui ait dit qu'il ferait mieux de continuer sa carrière en solo. Mais je reste persuadé qu'au fond de lui, John aurait voulu revenir à ses premiers amours. C'est-à-dire revenir vers Paul, avec qui il avait tant à partager. Cela aurait pu se faire. Je suis si déçue que ce ne soit pas arrivé. Parce que je sais que c'est ce que John voulait.
Désolée de pleurer. Cinq ans plus tard, John Lennon est assassiné. Le rêve commencé 20 ans plus tôt prend brutalement fin. Les Beatles ont changé nos vies pour toujours. Mais l'envers du décor dévoile que les rêves des Fab Four se sont effondrés sous le poids de leur célébrité universelle. Ils avaient un talent potentiel unique et énorme qui ne demandait qu'à s'exprimer. Mais la seule manière de l'exprimer était la carrière en solo, l'éclatement du groupe. Leurs routes devaient se séparer. Chacun devait faire ce qu'il avait à faire.